Ben, bonjour à tous. Moi, je me présente donc Ingrid Peigny. Je suis la directrice des partenariats de la valorisation de la recherche à Cyrano. Je suis très heureuse aujourd'hui donc de vous accueillir à ce webinaire où on accueille en fait Bernard Corail et Rémi Lambert, son collègue, donc deux professeurs de l'Université Laval, qui vont nous présenter en fait les résultats d'une étude très intéressante qu'ils ont faite sur les marques territoriales dans le domaine bioalimentaire. Donc, est-ce que c'est un outil pour favoriser l'achat local, l'achat de proximité? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, comment va se dérouler le webinaire? Donc, une présentation d'une quarantaine de minutes, 45 minutes. Et par la suite, on va ouvrir aux questions. Donc, vous pouvez poser vos questions à la fois dans le chat ou dans le Q&A. Et puis, les chercheurs vont se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, bon webinaire à tout le monde. Et tout de suite, je passe la parole à Monsieur Corail et à Monsieur Lambert. Ok, merci infiniment. Là, je suis en train de partager mon écran. Je vais mettre en mode plein écran. Ok, super. Donc, bonjour tout le monde. Merci infiniment pour le temps que vous prenez en fait pour nous écouter pour ces résultats en fait de l'étude qu'on a réalisée sur les marques territoriales en fait au Québec dans le cadre en fait du financement Cyrano au ministère des Finances. Donc, je tiens à préciser en fait que c'est une présentation assez succincte qu'on a eu à faire du rapport. Donc, on a un rapport qui est disponible. Donc, pour avoir de l'information complémentaire, vous pouvez vous référer en fait au rapport et puis à un article qu'on a publié aussi dans la revue Perspective du Cyrano, qui comporte aussi des résultats intéressants sur ce projet-là. Donc, rapidement, avant de commencer, vous mettre un peu en contexte la genèse de ce projet-là. Il faut dire en fait que les 15 dernières années, on a vu en fait justement l'émergence de plusieurs marques territoriales en fait au Québec et la crise de la COVID-19 justement a été un tournant important suite en fait aux discours localophiles en fait qui ont été promis par le gouvernement. On a vu aussi l'intérêt en fait grandissant en fait pour ces marques-là. Donc après 15 années plus ou moins de fonctionnement, il est important justement à mi-parcours de s'arrêter et puis d'essayer de voir c'est quoi l'efficacité réelle de ces marques-là quand on sait que parmi ces marques-là, il y a beaucoup en fait qui ont eu des résultats plus ou moins mitigés. Donc quand je dis mitigés, c'est quoi? Il y a certains en fait, quand on regarde leur évolution, c'est fait en fait de manière très 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 positive. Il y a d'autres marques en fait qui prennent un peu le pas et puis il y a d'autres pratiquement en fait qui ont disparu. Donc il faut comprendre justement qu'est-ce qui fait que certaines marques réussissent, d'autres ne réussissent pas et puis analyser cela selon la perspective aussi du consommateur. Donc, est-ce que le consommateur tient compte justement de ces marques-là, en fait, dans son processus décisionnel? Donc, voici un peu la question globale à laquelle on essaie de répondre. Donc, pour le faire, on a subdivisé le projet en trois grandes étapes. Donc, l'étape 1, il nous fallait justement faire un état des lieux actuels de ces marques territoriales là au Québec. Il faut dire en fait que le dernier essai qui a été fait, le dernier bilan qui a été fait de ces marques-là est un rapport que le MAPAC a produit en 2014. Donc, vous comprenez que de 2014 à maintenant, il y a eu un moment de changement. Certaines marques ont disparu, d'autres ont été créées et tout ça. Donc, il est important en fait de mettre à jour en fait ce portrait-là. Donc, ça a été essentiellement la première étape. Et puis, dans ce portrait-là aussi, on a rencontré de manière informelle certains acteurs qui ont été impliqués justement dans le développement de ces marques-là, histoire de comprendre justement certains aspects. Et ce sont ces aspects-là qui nous ont aidés justement à bâtir en fait le questionnaire qu'on a administré en échantillon représentatif de la population québécoise, donc à l'étape 2. Et on a eu aussi à faire des entrevues vraiment approfondies en fait avec ces acteurs-là pour aller comprendre un peu les aspects plus managériaux, structurels, en fait, qui vont conditionner le succès ou l'échec de ces marques-là. Donc, les étapes 1 et 2 que je vais vous présenter, et puis l'étape 3 ça va être mon collègue Rémi qui va le faire de manière plus détaillée. Voilà. Donc, globalement, pour dresser ce portrait-là des marques territoriales, ce qu'on a fait, c'est que, ben, écoutez, on a consulté en fait les sites officiels des marques territoriales bioalimentaires existantes. On a eu également, comme je l'ai dit, le rapport du MAPAC. On a eu aussi à discuter avec certains gestionnaires de ces différentes marques-là à l'échelle du Québec. On a eu des rencontres aussi avec certains experts régionaux du MAPAC et puis certains responsables des tables de concertation bioalimentaire. Donc, toutes ces sources assez variées-là nous ont permis justement de dresser une liste. Et dans cette liste-là, on a à la fois ce que j'ai appelé les marques provinciales. Donc, les marques provinciales sont les marques qui ne sont pas
associés à une région particulière. Donc, c'est des marques vraiment qui interviennent à un niveau générique. Donc, Aliments du Québec et tous ses dérivés, c'est un bel exemple. Et on a les marques plus régionales, donc associées en fait à chaque région. Donc, exemple, Gaspésie Gourmande, ça, c'est vraiment des marques régionales. Et pour essayer en fait de rendre notre portrait plus global, on a ajouté également toutes les initiatives entrepreneuriales, les initiatives promotionnelles, donc les routes de saveur et tout ça, on les a ajoutées en fait à l'analyse. On a ajouté également les IGP. Voilà, donc on a fait une analyse vraiment détaillée de toutes ces marques-là dans le rapport. Mais dans le cas du projet, on s'est uniquement limité aux marques territoriales parce que c'était vraiment la commande que le MAPAC en fait voulait. Donc, par marque territoriale, pardon, comme je l'ai dit là, il faut identifier deux types. Donc, le type provincial, donc Aliments du Québec, et puis le type régional, en lien avec chaque région. Donc, les marques qui ont été développées justement pour promouvoir le potentiel bioalimentaire en fait de chacune de ces régions-là. Donc, rapidement, ce sont ces marques-là que vous voyez. Donc, on vous a mis de petites images avec les logos pour que vous ayez au moins une idée de ce qui a été fait. Donc, je vais passer peut-être rapidement quelques secondes là, ça vous permettra en fait de mieux les visualiser. Voilà. Donc, à l'échelle des 17 régions, donc on a essayé d'identifier en fait ces marques-là. Voilà. Donc, c'est le tableau que vous voyez n'intègre pas les IGP. OK? N'intègre pas les IGP, on les a mis de côté. C'est uniquement les marques territoriales en fait qu'on a identifiées, provinciales et régionales. OK, donc de la première analyse qu'on a eu à faire de la présence de ces marques-là, il y a eu quelques constats qui apparaissent. Le premier constat, une présence numérique et physique à géométrie variable. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a certaines marques territoriales qui sont, je dirais, bien structurées, bien constituées. Vous avez une vision, un plan d'action qui est bien détaillé, une bonne présence numérique. Et vous en avez d'autres qui existent, mais qui n'ont pas cette présence numérique-là. Donc, il y a certains consommateurs qui ne savent même pas qu'elle existe. Donc, on avait deux grandes familles, en fait, de marques. Donc, des marques qui étaient super bien structurées, d'autres qui étaient moins bien structurées. Donc, ça, c'est le premier constat qu'on a fait. On s'est rendu compte également que pardon, on s'éloignait, en fait, des métropoles, hein, le sentiment d'appartenance des consommateurs était très élevé par rapport à leur région. Et les marques, justement, qui venaient de ces régions-là avaient un niveau, en fait, d'intérêt du consommateur beaucoup plus élevé. Voilà. Donc, ça, c'est le premier constat qu'on a fait. Et puis, comme je l'ai dit, hein, on a vu qu'il y avait quand même certaines marques qui avaient du mal vraiment à décoller. Donc, dans l'analyse globale qu'on a faite, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de marques qui avaient un potentiel, mais qui avaient du mal à décoller. Très souvent parce que la manière dont elles sont promues auprès des consommateurs pose problème, ou également c'est vraiment des questions en lien avec la structure, le management en fait de ces marques. Et l'autre élément aussi intéressant qu'on a identifié, c'est le fait que les consommateurs semblent ne pas disposer de critères. Donc, dans l'analyse informelle qu'on a eu à faire avec certains gestionnaires de marques, ce qui revenait régulièrement, c'est que certains consommateurs avaient du mal justement à faire la distinction entre la marque provinciale et la marque régionale parce qu'ils n'avaient pas vraiment de facteur de différenciation. Qu'est-ce qui ferait que je puisse acheter en fait une marque de ma région alors que j'ai Aliments du Québec en fait qui se positionne beaucoup plus d'une manière plus générique. Donc, j'ai pas vraiment d'éléments de distinction qui feront en fait que je vais m'orienter beaucoup plus pour le régional versus le provincial. Donc, dans un cas de figure, ce qui arrive, c'est que généralement, les gens ont tendance à se rabattre sur Aliments du Québec comme étant la marque que je vais acheter, mais qui va me permettre à la fois de m'assurer que j'achète un produit québécois, mais aussi j'achète un produit en fait qui est situé au fil dans les différentes régions en fait du Québec. Donc voilà un petit amalgame en fait qu'on a noté. Et puis le dernier point, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, un manque de cohérence et de vision stratégique qui aussi explique le fait que certaines marques ne décollent pas et puis le consommateur aussi au bout de la chaîne il le perçoit quand cette vision-là n'est pas stratégique. Voilà. Donc, toutes ces institutions que je viens de vous mettre en avant nous ont permis notamment d'alimenter le questionnaire qu'on a eu à faire. Donc, dans un deuxième temps, on a eu à faire un sondage, donc du 11 au 22 février, auprès de 1203 répondants québécois, donc des répondants âgés de 18 ans et plus, un échantillon représentatif de la population en fait québécoise. Donc, l'essentiel pour nous, c'était vraiment d'aller sonder les différentes thématiques que vous voyez là. Donc, le niveau d'attachement à la région, l'évaluation de leurs connaissances par rapport au local, les critères de décision lorsqu'ils veulent acheter des produits régionaux, locaux, les pratiques de recherche d'informations et puis les comportements et attitudes à l'égard des certifications. Voilà. Les certifications plus locales. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'un consommateur, son cœur pencherait plus pour une certification régionale
au lieu d'une certification provinciale. C'est quoi les critères qu'il intègre dans sa prise de décision. Donc, c'est vraiment ces aspects-là qu'on allait regarder au point 5. Donc, pour l'attachement à la région, on allait sonder trois éléments. Donc, je vais les présenter de manière plus détaillée maintenant. Donc, il faut retenir que l'attachement à la région, ben, comment est-ce qu'on l'a mesuré? Ben, on demandait aux répondants à quel niveau, en fait, ils s'identifiaient à leur région. Donc, ils s'identifiaient aux aspects géographiques, aux aspects culturels, aux aspects culinaires, en fait, en lien avec leur région. Donc, ça nous permettait, en fait, d'aller capter, en fait, ce niveau d'identification-là à travers notre concept d'attachement. Donc, ce qu'on constate, c'est que globalement, hein, à l'échelle de notre échantillon, 62,76% des répondants ont développé ou développent un niveau d'attachement élevé en fait à l'égard des différentes régions, donc ce qui est quand même satisfaisant. Et dans un deuxième temps, on essaie de voir comment est-ce que ce niveau d'attachement-là se répercute à travers l'intérêt qu'ils ont pardon, pour la provenance régionale, hein, des aliments. D'autres termes, est-ce que le fait d'être fortement attaché à la région, est-ce que ça prédispose au fait que nos consommateurs auront un intérêt pour la provenance régionale en fait, des produits qu'on leur commercialise. Donc, hop, un instant. Donc, pour cette analyse-là, ce qu'on a eu à faire, c'est qu'on a croisé deux informations. Donc, pour chaque région, d'une part, on a croisé l'information en lien avec le degré d'attachement et d'autre part, on a croisé l'information en lien avec l'importance qu'ils accordent à la provenance régionale des aliments. OK? Donc, pour chaque région, on a des scores. Donc, tous ces scores ont été mesurés sur une échelle de 1 à 5, dont 1 étant le degré d'attachement faible, 5 étant un degré d'attachement très élevé, 1 étant une importance faible accordée à la provenance, 5 étant une importance forte accordée à la provenance. Donc, on a essayé justement à travers en fait, ces statistiques-là de faire un peu quelques interprétations. Donc, on s'est rendu compte que globalement, on avait différents cas de figure. Donc, je vous laisserai en fait cette image-là à l'écran pendant que je parle. Ça vous permettra en fait d'intégrer un peu certaines analyses. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait trois grands profils qui se dessinaient. Donc, le premier profil, on avait des régions qui jouissaient justement d'un attachement élevé. Et cet attachement élevé-là se traduisait également en une importance accordée à la provenance des aliments à la provenance régionale des aliments qui était élevée également. Voilà. Donc, on a un attachement élevé, une provenance des aliments élevés, une provenance régionale, pardon, des aliments élevés. Une deuxième catégorie où l'attachement est élevé, mais la provenance, elle est faible. Et un autre cas de figure où on a attachement élevé, attachement faible, et puis on les relie en fait avec des niveaux moyens. Donc, ça nous a permis justement de faire ressortir six grands profils, OK? Six grands profils de région. Donc, on a un groupe 1, un groupe 2, un groupe 3, groupe 4, 5 et puis groupe 6. Je tiens à préciser que, avant d'interpréter en fait ce tableau-là, je tiens à préciser que, comme vous le voyez, vous allez voir ici que au niveau de la provenance régionale, les scores, le maximum qu'on a eu, on a pu obtenir était de 3,45. OK? Donc, vous voyez que les scores ne vont pas de 4 à 5, tout simplement parce que dans notre échantillon, d'une manière naturelle, les répondants n'ont pas un intérêt assez élevé pour la provenance régionale, en fait, hein, des aliments. Donc, dans l'échantillon, c'était à peu près 30% de consommateurs qui affirmaient que la provenance régionale était un critère important de décision pour eux. Donc, ce qui explique qu'on a des scores qui sont maximum 3,45 qui vont dépasser légèrement en fait la moyenne, qui vont dépasser généralement en fait le 3 qu'on s'est fixé comme étant le seuil en fait pour savoir si c'est faible ou si c'est élevé. Voilà. Donc si on revient à notre tableau ici, donc tout à l'heure je vous disais qu'on avait à peu près 6 groupes de régions en fait qui se dessinaient. Donc le premier groupe en fait ici, constitué de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, généralement c'est des régions en fait qui, je dirais, c'est des régions en fait qui sont en tête de peloton. Ce sont des régions en fait qui ont réussi justement à développer un attachement élevé auprès de leurs résidents. Et cet attachement-là se traduit également par un intérêt important pour la provenance régionale des aliments. Et vous allez voir que la plupart des marques territoriales qui ont, comment dire ça, qui ont une certaine notoriété, qui sont suffisamment établies, beaucoup de ces marques-là vont provenir en fait de cette catégorie 1-là. Donc généralement, c'est vraiment
le groupe de régions en fait à suivre du fait en fait de leur niveau de maturation dans le développement en fait des marques territoriales. Donc c'est assez structuré, ils ont de l'expérience, ils sont reconnus dans leur région et en dehors également. Et c'est vraiment ces marques-là qui ont réussi justement à bien s'établir. Après cela, on a un groupe 2, hein, constitué en fait. Le groupe 2 et le groupe un, il n'y a pas vraiment de grande différence. La seule différence vient du fait que dans le groupe 2, le niveau d'attachement est élevé, mais l'intérêt pour la provenance régionale, elle est moyenne. Donc moyenne, il y a encore du travail à faire. Donc c'est super, c'est pas mauvais, mais il y a encore une marge en fait de progression. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de permettre justement aux régions du groupe 2 de copier un peu l'exemple en fait des régions du groupe 1 parce que bon, elles ont réussi en fait à s'établir. Donc elles pourraient justement regarder comment est-ce que les stratégies qu'on a mis en place en fait pour pouvoir aussi les appliquer à leur région. Vous voyez? Donc comme vous pouvez le constater, hein, il y a un attachement fort des répondants pour leur région, aussi bien pour le groupe 1, le groupe 2. Et la seule distinction, c'est le fait qu'au niveau du groupe 2, ben, l'intérêt pour la provenance régionale, elle est moyenne. Donc, comme j'ai dit, il y a du travail en fait à faire pour permettre justement aux consommateurs de ces régions-là d'intégrer la composante régionale dans leur choix. Voilà. Donc, à côté de cela, on a le groupe 3. Donc, le groupe 3, attachement à la région encore élevé, et puis intérêt pour la provenance régionale assez faible. Donc, comme je l'ai dit là, le groupe 2, le groupe 3, ben, on pourrait peut-être les mettre dans la même famille. Et les gens du groupe 3, ils pourraient vraiment travailler justement à pouvoir atteindre les gens du groupe 2 ou les gens du groupe 1. Donc, c'est vraiment les mêmes stratégies en fait que le groupe 2, le groupe 3 peuvent mettre en place s'ils veulent aboutir justement à avoir le même niveau de maturation que ceux du groupe 1. Là où notre analyse devient intéressante, c'est spécialement avec les régions qui sont dans les groupes 4 et les groupes 5. On se rend compte ici que l'attachement à la région, elle est moyenne et l'intérêt pour la provenance régionale, en fait, elle est moyenne également. Donc ici, on a un groupe de régions assez particulier. Et je pense que c'est à ce niveau-là que euh, la réflexion doit être menée. Est-ce que le fait de créer une marque territoriale, est-ce que cette stratégie-là, elle est propice pour toutes les régions? C'est à ce niveau-là qu'il faut se poser la question. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans les groupes 4 et 5, on a certaines régions dont le niveau d'attachement, en fait, est moyen, comme je l'ai dit. Et ce niveau d'attachement-là ne repose pas vraiment sur des spécificités régionales. Donc, en d'autres termes, ce sont certaines régions dans ces deux catégories-là n'ont pas vraiment d'atouts distinctifs en termes régionaux. Donc, ils n'ont pas forcément d'atouts géographiques, d'atouts culturels ou d'atouts culinaires à mettre de l'avant. Donc, ça devient un peu plus difficile pour eux, en fait, de se positionner, en fait, sur l'axe, justement, de la provenance régionale. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de voir avec ces deux catégories-là, c'est de voir un peu, est-ce que la marque, le fait de créer une marque territoriale, est-ce que c'est une finalité pour ces régions-là ou euh, on pourrait peut-être penser justement à une stratégie en amont, avant même de pouvoir créer en fait une marque territoriale. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Une région comme Montréal, par exemple, où il n'y a pas vraiment d'atout distinctif, peut-être que développer une marque territoriale dans une région comme Montréal, ce ne serait pas peut-être pertinent. Ce qu'on pourrait faire, peut-être, dans une première étape, c'est peut-être développer en fait une politique d'achat locale, permettre justement d'avoir une politique d'achat locale en fait au sein de la région. Donc, ça pourrait être une première étape pour avancer vers quelque chose de plus formel. Par contre, des régions en fait telles que la Laurentide, l'Outaouais, il y a un travail en fait qui pourrait être fait parce que quand même il y a un minimum en fait d'atouts. Donc on pourrait essayer de réfléchir pour voir un peu comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ces atouts-là en fait pour pouvoir mieux les valoriser auprès du consommateur. Et finalement, on a un groupe 6 qui est constitué justement du nord du Québec. Donc c'est sûr que pour cette catégorie-là, c'est assez délicat parce que les données qu'on a eues, on n'a pas eu énormément de données. Donc, ce qui fait que les interprétations qu'on va faire sont à prendre avec un peu de pincettes, mais avec l'observation qu'on fait, on se rend compte que le nord du Québec, c'est une région quand même atypique. Et on le constate ici, l'attachement à la région, elle est moyenne, plus ou moins moyenne. Et puis l'intérêt pour la provenance régionale, elle est forte. Parce que c'est des régions, en fait, qui ont des spécificités très, 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 très différenciées, notamment sur la pêche et tout ça. Donc, il y a des produits, en fait,
qui sont les seuls à pouvoir produire. Voilà. Donc, je pense qu'ils pourraient capitaliser justement sur cet aspect-là pour pouvoir en fait mieux valoriser. Voilà. Donc, c'est vraiment le topo en fait qu'on a eu à faire donc sur ces six grandes catégories-là. Donc, si on avance un peu dans notre analyse, je tiens à préciser que les analyses statistiques qu'on a eu à faire ont permis de constater que lorsqu'une région a un niveau d'attachement élevé, très souvent, les résidents auront un intérêt assez poussé pour la valeur nutritive des aliments, auront un intérêt poussé pour la composition des aliments, ils auront un intérêt également pour la provenance régionale et ils auront un intérêt aussi pour l'achat de produits locaux. Donc, ce qui voudrait dire que le fait pour une région d'avoir des consommateurs qui ont un niveau d'attachement élevé, ben, ça crée aussi des représentations de qualité, de sûreté autour des aliments. Vous voyez, donc c'est un élément très important de développer justement ce niveau d'attachement-là. Euh, L'un des éléments qui nous a questionné justement dans cette recherche-là, sont les scores de connaissances. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dépendamment qu'on ait un niveau d'attachement élevé, moyen ou faible, il n'y a pas vraiment de grande différence. Ce qui voudrait dire que l'un des enjeux importants, justement, qui fait aussi que on constate que les consommateurs n'intègrent pas la provenance régionale comme étant un critère important dans leur décision d'achat, c'est le fait que leur niveau de connaissance en lien avec la localité, elle est très, très, très faible. Donc, juste pour donner une petite idée, on a essayé justement de mesurer en fait ce niveau de connaissance-là et globalement, à l'échelle en fait de nos répondants, c'est à peu près 23,36% des consommateurs qui ont un niveau de compétence élevé. Donc, c'est 23,36% des consommateurs qui sont capables de pouvoir fonctionner dans un environnement. Donc, quand ils veulent acheter des produits locaux, ils savent sur quel élément se baser, quelle information, sont capables en fait de mieux apprécier l'information. 23,36%, c'est vraiment faible. Donc, il y a pratiquement 76% de nos répondants qui ont du mal justement avec le concept même de localité. Donc, pour aller mesurer en fait ces aspects-là, pour éviter en fait des biais, on a identifié avec nos partenaires du MAPAC 12 questions qui, selon nous, permettent justement d'aller mesurer le niveau de connaissance réel, objectif en fait de nos consommateurs. Donc, pour ces 12 questions-là, ils avaient à répondre par vrai ou faux. Donc, à chaque fois qu'ils répondaient à une réponse, ils avaient une bonne réponse, c'était un point, une mauvaise réponse, c'était zéro, et à la fin, on déterminait un score de connaissance. Donc, ces scores de connaissance-là ont été convertis en fait en pourcentage pour vous permettre justement d'avoir en fait une idée. Donc, ici, pour la première question, juste pour donner un exemple, hein, un produit alimentaire est considéré comme local s'il est produit et vendu au Québec ou dans un rayon de 160 km autour de la province. La réponse étant vraie, mais on se rend compte qu'il y a 36,6% de nos répondants qui ont considéré à tort que cette réponse-là était fausse. Donc, je vais juste m'apaisantir en fait sur les énoncés où on a le plus grand enjeu, hein. Donc, vous pourrez peut-être prendre connaissance, prendre le temps peut-être de regarder chacun des énoncés et puis motiver un peu les questions que vous voulez nous poser. Voilà. Donc, on se rend compte que l'un des problèmes, en fait, auxquels ils sont confrontés, c'est vraiment au niveau des logos. Il y a une multiplication des logos. Vous voyez la question 2. Le fait qu'un produit alimentaire ne porte aucune mention ou logo de provenance locale indique clairement qu'il n'est pas d'ici. Et ça nous a surpris parce que dans la tête de nos répondants, euh, pour qu'un produit soit considéré comme étant local pour eux, il faudrait systématiquement qu'il ait une certification, qu'il ait un logo. Donc, on s'est posé la question de savoir les producteurs, les petits producteurs justement, qui n'ont pas forcément de certification pour leurs produits, ben, ça peut être très désavantageux pour eux parce que le consommateur associe directement la présence d'un logo au fait que le produit, en fait, il est local. Donc ça, c'est un enjeu aussi auquel il va falloir réfléchir. L'énoncé 4, les produits alimentaires qui portent la mention Aliments du Québec n'ont pas nécessairement besoin d'être transformés et emballés au Québec. Vous voyez, la réponse est faux là, mais on a 43,6% qui considèrent à tort que cette question-là est vraie. Donc cela pose aussi la question de la traçabilité au niveau en fait des certifications. Vous voyez, donc le fait que le consommateur, on l'a vu ici avec le panier bleu où on retrouvait en fait des produits étrangers sur le panier bleu. Donc pour beaucoup de consommateurs, ben, ça crée en fait une certaine confusion. Donc je pense qu'on est dans ce même ordre d'idée là.
Donc, voici grosso modo. Donc, je vais peut-être un autre élément aussi qui nous a titillé, c'est la question 12, hein, au niveau de la provenance. Donc, les questions de provenance et d'origine, là, les répondants ont du mal, en fait, à s'y retrouver. Vous voyez ici, par exemple, 72,4% ont répondu à tort sur la question en lien avec la provenance. Donc, il y a vraiment, en fait, du travail à faire, de littératie à faire pour faciliter, en fait, hein, la prise d'information, en fait, des consommateurs. Donc, on a essayé justement aussi de mener la même réflexion pour essayer de voir un peu si on intégrait une composante genre, une composante catégorie d'âge, c'est quoi les grandes problématiques qui ressortent. Et on se rend compte que, vous voyez, pour la question en lien avec le logo, cette question elle est beaucoup plus problématique en fait pour les populations, pour les répondants les plus âgés, donc les 55 ans et plus, ben, c'est un peu plus complexe en fait pour eux à ce niveau-là. Donc les pourcentages que vous voyez là sont les pourcentages de bonnes réponses qu'on a retenus uniquement. Donc on voit que les pourcentages de bonnes réponses sont plus faibles au niveau des 55 ans, 74 et les 75 et plus. Voilà. Donc c'est important justement de pouvoir cibler en fait les catégories d'âge et puis appliquer justement des stratégies plus adaptées en termes informationnels. Donc, on constate aussi la même chose, hein, la question en lien avec l'origine, hein, et la provenance. On voit aussi que cette question est essentiellement problématique au niveau des 75 ans et plus. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette présentation-là. Et puis, je pense qu'avec la période des questions, on aura le temps d'aller un peu plus en détail si vous avez des questions à ce niveau-là. Voilà. Donc, la deuxième composante de l'étude, c'est de comprendre justement les critères de décision, hein, d'achat. Sur quoi est-ce qu'on se basait justement pour pouvoir faire son choix de produit local. Et quand je dis local, ça peut être au niveau plus provincial ou au niveau plus régional. Voilà. Donc, le premier élément qu'on a posé comme question, c'était de voir c'est quoi les catégories de produits que nos répondants associent le plus à l'achat local. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, 85, en grande majorité, c'est les fruits et légumes qui viennent en premier dans la catégorisation, donc 85,10% des fruits et légumes. 66,8% viande et puis bœuf, 62,6%, donc tout ce qui est boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires. Donc, c'est vraiment ces trois grandes catégories-là. Et puis, si on veut peut-être ajouter une quatrième catégorie, les produits laitiers et substituts. Donc, c'est vraiment ces quatre catégories-là que les répondants associent le plus, en fait, aux produits locaux. À l'inverse, les catégories de produits les moins associées, on avait les gourmandises sucrées, donc 10,3%. On avait les légumineuses, les noix, et puis tout ce qui est noix, tout ce qui est grain, c'était la dernière catégorie en fait d'association. Euh, une telle réflexion est intéressante parce que cela peut permettre justement aux régions qui ont des atouts naturels de voir un peu dans quel créneau, justement, des catégories de produits elles peuvent promouvoir, justement, une marque territoriale. Je donne l'exemple, en Outaouais, par exemple, on a quand même une production, en fait, de noix. Et dans la tête des consommateurs, en fait, les noix ne sont pas forcément associées aux produits locaux. Donc, ça peut être un marché de niche pour une région, en fait, comme l'Outaouais, qui en produit. Donc, ils peuvent, justement, développer, en fait, un marché de niche sur lequel ils peuvent travailler, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette perspective-là. Donc, ça permet au lieu d'avoir en fait des producteurs en fait qui vont développer des marques à tout azimut pour toute catégorie de produits, on peut le centrer en fait sur des catégories de produits déterminants qui peuvent porter une différenciation en fait dans l'esprit du consommateur. Donc, si on poursuit l'analyse, donc on leur a demandé justement c'est quoi les critères, hein, les plus importants qu'ils vont choisir lorsqu'ils font leur achat de produits locaux. Et ce qui ressort essentiellement, vous voyez, un autre fait également, il n'y a pas un critère qui se détache considérablement. On ne verra pas de 4, de 5 pour un critère, ce qui voudrait dire en fait que dans une situation où les consommateurs n'ont pas de connaissances très élevées de l'achat local, dans un contexte où il y a une crise de confiance par rapport à certaines certifications, ce que les consommateurs vont faire, ils vont utiliser en fait un processus de décision à multiples niveaux. Donc, ils vont utiliser plusieurs critères pour s'assurer qu'ils font le bon choix. Donc, ici, par exemple, ils vont utiliser et les allégations, vous voyez, Aliments du Québec, produits, donc les certifications vont jouer un élément important. Et en plus de cela, ils vont ajouter une autre composante, le fait de regarder en fait la liste des ingrédients des produits. Vous voyez un peu? Donc, ils vont utiliser peut-être deux grands critères sur lesquels ils vont se baser pour pouvoir prendre leurs décisions.
L'autre enjeu aussi qui est là, c'est le fait que ben, la liste des ingrédients, ce n'est pas tous les consommateurs qui ont une littératie nutritionnelle ou alimentaire importante. Donc, vous voyez déjà que ça peut complexifier à ce niveau-là. Voilà. Et lorsque la décision, elle est trop complexe, ce que le consommateur fait, ben, il préfère ne pas acheter. Donc, ça suppose que s'il est en situation d'achat et qu'il doit réfléchir à plusieurs fois pour s'assurer que le produit régional qu'il achète répond vraiment aux critères du régional, ce qu'il va faire, à défaut, il va se dire, ben, OK, comme je n'ai pas l'intuition ou j'ai pas l'expertise nécessaire pour le faire, bon, autant acheter un produit comme Aliment du Québec qui me rassure que mon produit est québécois de manière générale. Voilà. Donc, à défaut de m'assurer que j'achète mon produit, ce produit-là va permettre d'avoir des retombées pour une région spécifique, ben, autant acheter le produit Aliment du Québec que je connais, qui est là depuis longtemps, vous voyez un peu. Donc, voilà. Donc, ce sont comment dire ça, ces réflexions-là, en fait, que les consommateurs, en fait, vont m'aider. Essentiellement, pour s'approvisionner, donc essentiellement, les éléments importants qu'on va retenir de ça, c'est vraiment la grande distribution et les marchés publics où les consommateurs, en fait, vont s'approvisionner, en fait, en produits locaux. Donc, c'est vraiment les deux éléments, en fait, qui vont ressortir le plus important, de manière plus significative. Et on s'est posé aussi la question de savoir, ben, c'est quoi les sources d'information? Parce que c'est important, oui, on veut communiquer, donner de l'information aux consommateurs, améliorer ses compétences ou ses connaissances en matière locale, mais où est-ce qu'on part pour pouvoir développer cette compétence-là? Donc, on a essayé de leur poser la question de savoir c'est quoi les sources. Et on s'est rendu compte qu'essentiellement, ben, les sources qu'ils vont privilégier lorsqu'ils ont des enjeux de choix à faire au niveau des produits locaux, ça reste les commerçants et détaillants alimentaires en premier, et puis ensuite les émissions télévision, des télévisées. Donc, ça montre déjà l'orientation en fait qu'il faut suivre si on veut communiquer. Donc, si on a une certification régionale, par exemple, ben, ça montre sur quel levier en fait, on pourrait travailler en termes de communication pour promouvoir justement nos produits. Un autre fait intéressant, c'est qu'il y a 23,90% des personnes qui n'utilisent aucune de ces sources d'information-là. Donc, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer cela. Ben, l'hypothèse qui a été avancée, c'est que peut-être c'est des personnes qui vont utiliser justement l'emballage du produit comme étant leur source d'information. Donc, c'est des personnes qui, peut-être qu'en situation d'achat, ils iront directement et c'est le produit. Une fois sur le point de vente, c'est l'information qu'il y a sur le point de vente qui va leur permettre justement de pouvoir euh, développer leur connaissance justement des produits locaux. Donc, vraiment, le contact qu'ils ont directement avec le produit. Voilà. Donc, pour l'avant-dernière section sur les comportements et attitudes à l'égard de la certification, donc on s'est dit, ben, c'est intéressant de regarder de plus près les questions en lien avec les certifications régionales. Donc, on a aussi posé en fait un ensemble de questions à nos répondants. Donc, je tiens à préciser que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre échantillon, il n'y a pas énormément de répondants. Il y a à peu près 30% de répondants qui accordent une importance à l'identifiant régional lorsqu'ils font le achat. Donc, on s'est posé la question de savoir c'est quoi les raisons qui font qu'ils n'accordent pas d'importance à l'identifiant régional et qu'est-ce qui fait qu'ils accordent de l'importance. Donc, euh, pour la première question de savoir qu'est-ce qui explique justement le fait qu'ils n'intègrent pas l'identifiant régional comme étant un critère lorsqu'ils font le achat, ben, ce qu'ils nous ont dit essentiellement, c'est le fait qu'ils ne connaissent pas justement ces identifiants. Donc, il n'y a pas vraiment de communication soutenue qui est faite autour de ces identifiants-là. On ne connaît pas leur existence, donc ça pose vraiment un grand problème. Et puis, l'autre élément qui revient, je me fie à d'autres critères que l'identifiant régional. Donc, on l'a vu tout à l'heure, ils vont regarder les ingrédients des produits. Donc, c'est vraiment ces deux critères-là qu'ils vont utiliser. Et c'est ce qui explique justement qu'ils n'intègrent pas en fait l'identifiant dans leurs décisions. Pour ceux qui l'intègrent dans leurs décisions, ben, les résultats montrent que la plupart de ces répondants-là, pour eux, l'identifiant régional est un gage de confiance quant à la provenance locale des produits. Et je tiens à préciser que pour cette catégorie de personnes qui utilisent les identifiants, une majorité de ces personnes-là proviennent justement des régions où l'attachement est élevé. Donc, cela explique justement pourquoi aussi les marques territoriales de ces régions-là sont fortes. C'est parce que les consommateurs dans ces régions-là qui les achètent perçoivent justement leur utilité du point de vue de la valorisation du potentiel bioalimentaire en fait, de la région en elle-même. Voilà. Donc, eux, c'est vraiment ça. Donc, le fait que l'identifiant régional est un gage de confiance et puis le fait que ça les rassure que
le dollar qu'ils investissent pour acheter en fait le produit régional, ben, ira directement dans la poche, va soutenir en fait l'économie régionale. Donc, ils ont cette certitude-là. Donc, ce sont des preuves qui leur sont portées. Donc, c'est important justement, ça c'est un indicateur qui met en évidence le fait que il est nécessaire, important que les marques territoriales, lorsqu'elles développent leur stratégie de communication, mettent en évidence des indicateurs pour convaincre les consommateurs que effectivement l'achat que vous faites profite réellement aux producteurs de la région et de quelle manière cela profite. Donc il faut tangibiliser les bénéfices en fait de l'achat qu'ils font. Voilà. Donc, pour finir, on a essayé de voir également le niveau de connaissance hein, des identifiants régionaux. On a essayé aussi de le voir parce que on a vu qu'il y avait une composante au niveau des connaissances. Donc, globalement, hein, ce qu'on a retenu, c'est que l'identifiant qui était le plus connu à l'échelle de toutes les régions, c'était Aliments du Québec. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a présenté toutes les marques territoriales à tous les consommateurs. Donc, peu importe les régions, donc ils devaient identifier le logo qu'ils reconnaissaient. Voilà. Donc, l'exercice nous a permis de voir que c'était Aliments du Québec de très loin hein, qui revenait. Et la marque régionale qui vient juste après Aliments du Québec, en fait, c'est Québec Région Gourmande avec 27% de taux de notoriété. Vous voyez, donc ici, avec 27% de taux de notoriété. Et un autre élément aussi qu'on a noté, c'est le fait que les répondants reconnaissaient ou identifiaient plus facilement les initiatives promotionnelles. Donc, ce qu'on appelle une initiative promotionnelle, les routes de saveur, tout ce qui est les arrêts gourmands et tout ça. Donc, c'était des éléments, en fait, que les consommateurs identifiaient assez facilement, plus même que les marques territoriales en elles-mêmes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et on a fait aussi une autre analyse. On a essayé de voir pour chaque région, est-ce que, si on prend une région spécifique, par exemple, je prends la région de la Gaspésie, est-ce que les consommateurs de la Gaspésie, qui vivent en Gaspésie, est-ce que ces consommateurs-là identifient, reconnaissent les marques territoriales de leur région? On a été, on a été, on a observé que pour la majorité des cas, ce qui arrivait, c'est que le taux de reconnaissance des résidents des régions pour leur marque territoriale variait entre 7 et 40% au maximum. Les seules marques, justement, qui avaient des taux qui excédaient 50% de notoriété ou de connaissance des résidents de leur région, c'était le Saveur Bas-Saint-Laurent avec 82,8% de taux de notoriété, Zone Boréale, créateur des saveurs Canton de l'Est et puis Goûter la Naudière. C'est vraiment ces quatre marques-là qui avaient des taux de reconnaissance plus élevés en fait de l'ordre de 50%. Ce qui voudrait dire en fait que les résidents des régions où ces marques-là en fait sont promues reconnaissent l'existence de ces marques-là, sont habitués. Donc il y a une bonne visibilité de ces marques-là. Hormis ces marques-là, pour les autres régions, les taux oscillent généralement entre 7 et 40% maximum. Voilà. Donc, on a demandé aussi c'est quoi leurs attentes hein, par rapport aux identifiants régionaux. Donc, si on devait mettre en place une stratégie, ce serait quoi en fait les attentes en fait pour un identifiant régional. Et puis, ce qui revenait essentiellement, ben, ce que les consommateurs nous disaient, c'est que ben, ils aimeraient en plus de l'identifiant qu'on leur fournisse une liste de recettes hein, disponibles. Donc, il y a des produits qui sont là. Quelles recettes je pourrais faire en fait avec les produits en fait qui sont promus par l'identifiant. Donc, ça, c'est un élément important pour eux. On a aussi le fait que l'identification de la liste des produits couverts par l'identifiant régional. Donc, c'est important pour eux. Donc, peut-être sur le site de l'identifiant régional, mettre la liste en fait des produits en fait qui sont couverts, ça va être un élément aussi important pour eux. Et puis la présence d'un site internet, parce que beaucoup l'ont soulevé, c'est important justement dans cette stratégie de visibilité là qu'on ait un site internet qui soit conçu avec beaucoup d'informations pour nous permettre justement de mieux comprendre un peu les tenants et les aboutissants en fait de la marque territoriale en fait qu'on veut valoriser. Pour terminer, on s'est mis en fait en contest. On s'est dit, ben, écoutez, on va essayer de voir parce que on a tantôt une identifiant régional, tantôt un identifiant provincial. Quels sont les critères qui feront qu'un consommateur en situation d'achat balancerait plus pour l'identifiant régional ou balancerait plus pour l'identifiant provincial? Donc, on a eu à faire, à leur poser cette question que vous voyez là. Vous êtes confronté à une situation où vous devez choisir
en vous bifiant sur votre perception, qu'est-ce que vous allez choisir? Ben, on s'est rendu compte qu'on avait 50-50, 50% des répondants privilégiaient le provincial, 50% le régional. Et donc, on a voulu voir un peu c'est quoi les facteurs. Donc, pour l'identifiant provincial, qu'est-ce qui fait que on choisirait plus Aliments du Québec comparativement en fait à des identifiants régionaux? Et le fait, ce qui revient le plus, l'habitude. On a l'habitude de le faire. Et puis, il est populaire. Donc, pour la plupart des gens, il est populaire. On a l'habitude. Il est plus disponible dans les points de vente. Et puis, il me donne plus d'assurance que le produit acheté est québécois. Donc, voilà. Donc, c'est une marque qui est établie dans la tête des gens. Quand on dit Aliments du Québec, ça équivaut justement à produits locaux. Il y a une très, 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 très forte association. Donc, c'est ce qui transparaît. Ce qui fait que pour la plupart des gens, s'ils opteraient pour l'identifiant provincial, c'était pour ces raisons-là. Maintenant, si quand on part au niveau de l'identifiant régional, qu'est-ce qui ferait qu'ils adopteraient un identifiant régional comparativement à un identifiant pardon, provincial? Donc, ce qui ressort, la plupart des réponses, c'est le fait que ben, on permet de valoriser les savoir-faire régionaux. Donc, c'est important que la marque territoriale ou la marque régionale, lorsqu'elle fait sa promotion, doit mettre en évidence hein, les savoir-faire régionaux. Le consommateur a besoin de voir, de s'identifier à ces savoir-faire régionaux-là. Le fait qu'il permet de supporter le dynamisme de nos régions. Donc, le dynamisme, ça peut être un dynamisme économique. Donc, c'est important de visibilité la manière dont le fait de supporter la marque régionale participe justement à la valorisation même de la région. Donc, des indicateurs tangibles permettent aux consommateurs de voir que, ben, écoutez, si j'achète du régional, ben, il y a une plus-value à le faire. Voilà. Et finalement, hein, dans deuxième situation, on s'est dit, est-ce que ce serait pertinent pour eux d'avoir une double? Parce on s'est rendu compte qu'il y avait euh, certaines entreprises en fait qui avaient à l'idée d'utiliser la double certification, donc identifiant régional, identifiant provincial à la fois sur leurs produits. On s'est dit, ben, est-ce que ça pourrait être une avenue intéressante? Donc, on a posé la question en fait aux consommateurs, est-ce que vous, le fait d'avoir deux identifiants sur un produit, est-ce que c'est pertinent pour vous? Donc, les réponses qui reviennent, dans l'ensemble, ils trouvaient que c'était pertinent. 3,3,9 ici. Donc, je tiens à préciser que tout ça, c'est sur une échelle de 1 à 5. Donc, ils trouvaient que c'était pertinent. Le fait d'avoir deux identifiants renforçait leur confiance dans le produit. Donc, on comprend justement qu'il y a toujours cette quête-là d'avoir plus de confiance dans le fait d'acheter le produit local. Donc, on ne s'y connaît pas vraiment. Donc, on va chercher le maximum en fait, de critères qu'on peut ajouter pour nous permettre en fait, de nous décider. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, ça fait un peu le tour, en fait, de la première partie. Donc, je vais laisser le soin à mon collègue Rémi hein, de vous présenter, en fait, la deuxième partie. Merci Bernard. Merci Bernard. Donc, voilà, tout le monde voit la présentation. Bernard, ça va? Oui, ça va. D'accord. Donc, ça fait plaisir d'être là. J'ai remarqué en écoutant Bernard que euh, mon nom n'est pas Bernard Corré, mais bien Rémi Lambert. J'utilise le lien de Bernard, donc j'imagine que c'est pour ça la petite, le nom de Bernard sous mon visage. Donc, comme Bernard l'a mentionné au début de la présentation, le troisième objectif, en fait, était lié vraiment à identifier les facteurs de succès et d'échec des facteurs c'est-à-dire des marques territoriales. Donc, il y avait dans un premier temps, ce qu'on a fait, bien sûr, c'était d'y aller par une revue littérature. Donc, on a fait une revue littérature assez exhaustive de tout ce qui avait été fait dans ce sujet-là sur les marques territoriales dans le monde. Donc, on n'était pas limité là, en termes d'endroits où l'étude avait été faite. Je vais vous montrer tout à l'heure les grandes tendances. Ça semble quand même pas mal, peu importe l'endroit où on est. Et ensuite, on a tenu des entretiens semi-dirigés auprès de différents acteurs qui ont été impliqués finalement dans la démarche d'élaboration d'une marque territoriale. Il faut aussi mentionner que ce projet-là, il a été fait pendant la pandémie. Donc, on était en pleine pandémie. Donc, bien sûr, au départ, on planifiait rencontrer les gens en région, mais on était limité finalement avec les rencontres virtuelles. Et je vous rappelle aussi qu'on était au tout début de l'apprentissage des conférences et des rencontres à distance. Donc, ça a compliqué un peu finalement les choses, mais on est arrivé quand même avec des résultats quand même relativement intéressants. Je commence par les facteurs d'échec, en fait, qui reviennent finalement très souvent dans la littérature. Euh, on note en fait
le pourquoi de l'échec d'une marque territoriale, c'est souvent dû finalement au comportement individualiste des entreprises. L'entreprise, surtout en Amérique du Nord, on est très orienté marque de commerce, donc on met d'avant sa propre marque de commerce souvent pour avancer nos produits, donc moins un peu la marque territoriale, donc ça se reflète en fait dans la littérature. Bien sûr, faiblesse des moyens financiers puis capacité managériale qui a été, soulevée dans la littérature. Le manque de coordination des acteurs, un très fort, c'est un élément qui ressort, je dirais, dans à peu près toutes les études qu'on a vues. Manque de réflexion stratégique en amont. Donc, ici, on parle et là, je dis bien que ça, c'est la littérature qu'il mentionne. Donc, on parle de fantasme d'élus. Donc, on veut avoir notre logo, on veut avoir notre marque territoriale. Donc, d'un point de vue politique, ça fait bien. Donc, on veut développer cette stratégie-là. Par contre, ça nous amène peut-être à questionner dans cette littérature-là la base, ce qui est la réflexion stratégique qui entoure cette initiative-là. Problème de communication qui ne permet pas suffisamment de distinguer l'origine du produit et de concurrence entre les marques territoriales aussi. Donc, il y a souvent plusieurs marques territoriales. Entre les régions et souvent même à l'intérieur d'une région. Donc, il peut y avoir des sous-marques territoriales. Donc, ça vient amène un peu de confusion dans dans ce monde-là finalement de promotion des produits locaux. Fragilité due au caractère non contraignant des initiatives. Dans les marques territoriales, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y en a les marques territoriales qu'on a utilisées, que Bernard vous a présenté tout à l'heure. Il y en a beaucoup là-dedans. Bon, il y a quelques-unes qui sont enregistrées comme marque de commerce ou marque de certification, et il y en a plusieurs qui ne sont même pas enregistrées à l'OPIC. Donc, ça veut dire que tu as un peu de tout, en fin de compte, comme moyen de défendre finalement ta marque territoriale. Certaines vont aller jusqu'à dans les marques de certification, par exemple, avoir une norme qui est relativement bien définie, un peu contraignante, et d'autres n'en ont pas du tout. Donc, et ça, c'était vu le fait de ne pas avoir par exemple, un cahier des charges formel est vu dans la littérature comme étant un facteur d'échec de la marque territoriale. L'autre point aussi, absence d'outils permettant l'évaluation des marques territoriales. Donc, ça, c'était aussi important de la littérature. Donc, ces points-là, en fin de compte, ces 7 points-là se retrouvent en fait dans la littérature qu'on a consultée. C'est pas l'ensemble des articles qui comportent chacun de ces 7 éléments-là, mais plusieurs, finalement, des études comportent la plupart de ces éléments-là. Donc, allons-y du côté plus positif, les facteurs de succès, en fait. Donc, une gouvernance inclusive et collective impliquant les acteurs, bien sûr, qui favorise l'adhésion à la marque territoriale. Donc, quand on parle d'acteurs, on parle d'acteurs publics, privés et aussi des citoyens. Bernard, tout à l'heure, a parlé finalement de la connaissance des citoyens, en fait, les consommateurs de ces produits-là. La connaissance de la marque territoriale, c'était pas évident qu'il y avait une grande proportion d'individus qui connaissaient la marque territoriale. Donc, d'où ce qui veut dire, en fin de compte, qu'on a peut-être pas suffisamment mis d'avant auprès de la population de la marque territoriale. Donc, peut-être, et ce que suggère en fait la littérature, c'est que pour permettre cette adhésion-là, puis le soutien de la population, ben, c'est d'y aller par de l'organisation de réunions de participation, des tables rondes, des conférences, des ateliers. Donc, de faire la promotion, en fin de compte, au moment où on fait le développement de la marque territoriale, de faire la promotion aussi, bien sûr, auprès des élus, auprès des décideurs, auprès des producteurs, des transformateurs, mais aussi de la population en général. Donc, de les informer de la démarche, ça vient ancrer un peu plus dans la tête des citoyens, finalement, la connaissance de la marque territoriale et possiblement générer, en fin de compte, un intérêt pour ce qui sera développé par cette marque-là. On parle de coopération et de coordination, de la mise en place de la stratégie de marque territoriale, qui est un facteur de succès. Et aussi, ce qui est souvent oublié, une structure de gestion puis de management territorial qui est flexible, efficiente et inclusive. Donc, la gestion de la marque.
pour avoir travaillé sur, moi, j'ai travaillé sur plusieurs produits d'appellation, les vins du Québec, le cidre de glace, le fromage de vache, le canadienne, et aussi, bien sûr, sur plusieurs cahiers, pas de cahiers de charge, mais d'études d'opportunité de différents produits au Québec. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on voit, on voit le logo comme une finalité. Mais il faut voir vraiment le développement du logo comme un outil. Et cet outil-là, c'est le début de l'aventure, en fait. Et ça manque un peu pour développer justement cette, euh, cette dynamique-là de, OK, maintenant, une fois qu'on a le logo, il faut mettre en place une structure pour gérer ce logo-là. Quelle est la stratégie, quel est le positionnement du logo, etc., de la marque territoriale, en fait. Donc, tous ces facteurs de succès-là, finalement, la littérature nous enseigne que ça va permettre finalement des économies d'échelle autour de la marque. C'est-à-dire que la marque va être utilisée pour plusieurs entreprises. Et étant donné qu'il y a plusieurs entreprises qui l'utilisent, donc nécessairement, chaque entreprise économise, en fin de compte, des frais de publicité, de positionnement sur les marchés, etc., etc. Puis bien sûr, c'est plus facile à ce moment-là de partager les coûts de la promotion de cette marque territoriale-là. Donc, je vous mentionnais qu'on a fait dans ce deuxième. Donc, ça, c'est ce qui ressort de la revue littérature. On a fait ensuite nos entretiens auprès de décideurs qui ont été impliqués, en fin de compte, dans la marque territoriale. Je tiens à signaler qu'en 2008, en fait, il y a eu l'initiative au Québec. Ce n'était pas la première initiative de marque territoriale, mais il y en avait déjà. Mais le gouvernement du Québec, à l'époque, a mis d'avant le Québec dans votre assiette. Et on voulait, par cette initiative-là, en fin de compte, que les régions s'accaparent finalement, de cette marque territoriale-là, on peut l'appeler comme ça, pour promouvoir les produits. Mais très vite, en fin de compte, les régions se sont senties pas suffisamment interpellés par cette initiative-là. Donc, on a commencé finalement lentement à faire des modifications ou bien sûr à se rattacher à la marque territoriale Mettez le Québec dans votre assiette, mais on a ajouté, par exemple, un peu plus de quelque chose qui nous distinguait, nous, comme région. Donc, donc, les marques territoriales, en fin de compte, régionales, ont vraiment pris leur envol à partir de ce moment-là, mais encore une fois, il y en existait avant ça. Donc, les thèmes qui ont été abordés dans les entretiens, en fait, bien sûr, on a développé un guide d'entretien. Donc, c'était des entrevues semi-dirigées qu'on a tenues. Étaient divisés, en fait, en 6 sections, notre guide d'entrevue. On a questionné sur l'implication des acteurs au moment de mettre en place la démarche. Quels étaient les objectifs visés par la marque territoriale? Comment on s'y est pris pour concevoir et créer la marque territoriale? Jusqu'à quel point, finalement, la marque territoriale elle est utilisée et comment elle est utilisée, la promotion de la marque territoriale et ensuite l'évaluation de la performance et la marque territoriale. Donc, ça c'était finalement les 5 éléments qui ont guidé nos entretiens qui ont été faits au courant de l'année 2022, en fait. Et donc, dans le. Attendez un petit peu, je m'excuse. De façon générale, en fin de compte, pour la première partie, l'implication des acteurs, l'implication de façon générale, l'ensemble des gens qu'on a interrogés nous disaient que l'implication était bonne. Et bien sûr, moi, pour avoir siégé sur 2 tables agroalimentaires et comme membre et aussi comme invité à d'autres tables territoriales dans les 15 dernières années, agroalimentaire, c'est-à-dire table agroalimentaire, j'ai pu constater finalement justement l'implication du milieu, que ce soit les CRI, l'UPA, le MAPAC, la SADC, les CLD, bien sûr les tables agroalimentaires de façon générale, où on retrouve bien sûr plusieurs même de ces organisations-là. La participation était bonne. Donc ça nous a été aussi donné comme caractéristique là, du développement ou de l'implication des acteurs. Il y avait des possibles difficultés d'une vision partagée de coordination. Donc, ça, c'est ce que les acteurs nous ont dit. Donc, on avait un peu de misère à partager la même vision, puis un petit peu de problème de coordination sur la gestion de la marque. Donc, ça, c'était plus des réflexions qui faisaient appel à l'après-marque de territorial. Donc, on disait, bon, ben, on a un peu de misère à coordonner, on ne va pas bien, je ne pense pas qu'on partage tous la même vision. Donc, ça veut dire qu'il y avait peut-être un peu de travail qu'il faudrait faire à ce niveau-là. Il y avait l'autre problématique de l'étendue de certaines régions. Donc, il y a des régions qui sont très vastes et donc, ça implique une diversité agroalimentaire et finalement des problématiques qui sont différentes entre les sous-régions. Donc,
il y a plusieurs entreprises, en fin de compte, ou sous-régions qui ne se reconnaissent pas dans la marque territoriale globale. Quand je dis globale, c'est au niveau du territoire, de la région. Donc, on avait un peu de misère à se reconnaître. Donc, on voit des initiatives, finalement, qui ont développé eux-mêmes leur propre marque pour distinguer leur sous-région. Au niveau des objectifs visés par la marque territoriale, donc les objectifs à l'origine qui nous ont été proposés, en fait, nous, on ne suggérait aucun objectif. Et ce qui est ressorti, en fin de compte, les mots-clés qui sont ressortis lors des entrevues, c'est protéger, promouvoir, principalement. Donc, notre marque territoriale, on la voyait comme un outil de protection et un outil de promotion. Donc, protection pour éviter finalement l'usurpation du nom de la région par exemple sur des marchés qui sont externes à la région, qui finalement vendent des produits qui ne viennent pas de ma région. Donc, on voulait protéger contre ça. Et ça ne diffère pas beaucoup de la littérature. C'est assez éloquent à ce niveau-là. Et bien sûr, l'autre thème qui est ressorti, c'est la garantie, donc garantir l'origine. C'est ressorti un peu moins que la promotion et la protection, mais c'est quand même ressorti. Donc, on voulait garantir l'origine. Donc, on avait une idée de rassurer le consommateur. Donc, on voulait rassurer la provenance du produit. Au moment de concevoir et de créer la marque territoriale, donc, de façon générale, les organisations qui étaient présentes à la création de la marque demeurent au sein de la démarche. Donc, parce qu'on avait des questions qui visaient justement sur jusqu'à quel point, finalement, les gens qui s'engagent au début sont là lorsque la marque est mise en marché, etc. Et on nous a dit, tout le monde a suivi le train, en fin de compte. Donc, on n'a pas eu de démission de façon générale de l'initiative. De façon générale, les gens nous ont dit que lors de cette conception-là et de la création de la marque, on a fait une analyse stratégique, donc force, faiblesse, menace, opportunité de la région, suivie d'une création de logo. Et encore une fois, c'est finalement les deux principales étapes qui sont franchies au départ. Et c'est correct. Et comme je vous disais tout à l'heure, par contre, souvent, le logo était vu comme une finalité. Donc, une fois que le logo est développé, on a comme un essoufflement, puis on dit, bon, parfait, maintenant, on a notre logo. Mais encore une fois, ce qui manque possiblement, c'est la stratégie, le positionnement de ce logo-là. Dans plusieurs cas, la création de l'identité visuelle va au-delà du logo. Oui, il y a bien sûr plusieurs initiatives qui vont au-delà de ça. Donc, ils font des sites web, mettent en évidence le territoire, les perceptions des habitants de la région. Donc, et c'est important d'animer, lorsqu'on met une page web, de l'animer, bien sûr, de l'actualiser et de donner de l'information intéressante. Tout à l'heure, Bernard parlait par exemple, des recettes que les gens disaient, ben, on aimerait savoir des recettes pour utiliser le produit de terroir. Ben, c'est un exemple finalement d'informations qui pourraient être véhiculées sur ces sites-là. Comment on l'utilise, la marque territoriale? Donc, on parle, c'est très variable parce que dans la marque territoriale, et je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des critères qui sont relativement stricts à respecter pour certains et peu pour d'autres, sinon complètement absents ou presque absents. Donc, ça amène en fin de compte lorsqu'on a des critères, et ces critères-là, bien sûr, il faut qu'ils soient publics. Hein, si je prends le cas d'une appellation où on développe finalement des points de contrôle, pas des points de contrôle, mais des points distinctifs du produit qu'on met en valeur. Donc, qu'est-ce qui distingue le produit? Notre cahier des charges, il est public, donc les consommateurs peuvent aller voir qu'est-ce qui fait que mon produit est différent, il mérite une appellation. Mais c'est aussi vrai pour les marques territoriales. Même si c'est une marque de commerce ou une marque de certification, ça s'applique quand même. Donc, mais lorsqu'on n'a pas ces informations-là, bon, ben, ça donne, oui, bien sûr, on a un logo, mais le consommateur n'a peut-être rien pour s'attacher à OK, pourquoi je devrais choisir ce produit-là. Et ça, c'est difficile de trouver finalement l'équilibre entre le cahier des charges exigeant et l'absence de règles. Plus le cahier des charges est exigeant, parce qu'on peut avoir un cahier des charges qui est exigeant et audité, ce qui peut devenir très dispendieux pour l'entreprise. Et moi-même, comme étant propriétaire d'une petite entreprise, je n'irai pas payer 1 000 ou 1 500 $ par année pour me faire auditer pour vendre mes produits. Les gens me connaissent, je suis une petite entreprise locale, les gens connaissent le produit et je n'ai aucun problème à écouler mon produit. Donc, et bien sûr, si j'avais un logo régional, possiblement que je l'utiliserais peut-être, mais donc ça reste à voir.
Donc, encore une fois, c'est difficile de trouver l'équilibre entre ces deux choses. Est-ce qu'on va être très, très exigeant et rassurer le consommateur et bien sûr déplaire aux producteurs et aux transformateurs? Ou encore, on va être un peu moins sévère, un peu moins strict, mais on va donner peut-être un peu moins d'assurance aux consommateurs. Donc, c'est des choses qu'il faut bien penser. L'autre aspect qui a été soulevé dans les entrevues, la plus-value de la marque, en fait, l'absence de plus-value de la marque. Ça, c'est la question qu'on a qui reste, en fait, c'est est-ce que c'est une perception ou c'est une réalité? C'est certain que le manque de plus-value de la marque, et moi, je me le fais souvent poser cette question lorsqu'on fait des démarches au niveau d'une marque de certification ou d'une appellation, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça me donne de plus? Donc, ça, bien sûr, ça limite l'adhésion des entreprises. Et ça, les gens qu'on a interviewés étaient vraiment au fait de ça, étaient vraiment conscients de cette limite-là. Euh, Ensuite, la promotion territoriale, bien sûr. Lorsqu'on a notre marque, comment on s'y prend pour la promotion? Euh, Plusieurs initiatives, en fait, promotion de la marque se fait auprès des acteurs de la chaîne agroalimentaire dans son ensemble. Ça va relativement bien. On a eu souvent cette information-là que la promotion, finalement, se fait auprès des acteurs de la chaîne agroalimentaire, moins un peu au niveau du consommateur. Pourtant, c'est le consommateur qui devrait être le point de démarrage d'une marque qui fonctionne bien. Les marques se dotent, c'est un point intéressant, les marques se dotent d'outils de planification et de gestion de projet en lien avec leur activité de commercialisation et de promotion. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la gestion, parce que la gestion doit être collective, bien sûr, la gestion de la marque, qui était peut-être déficiente dans certains cas, parce que c'est là qu'on met en lien la vision, nos objectifs et nos actions. Mais lorsqu'on a réussi finalement à avoir notre marque territoriale, il y a certaines initiatives qui réussissent bien quand même à développer des outils de planification puis de gestion de ce projet-là. Donc ça peut être intéressant. J'ai oublié de vous mentionner, bien sûr, on nomme aucune marque territoriale parce que c'est vraiment, les résultats sont vraiment euh, qu'est-ce qui ressort dans l'ensemble. Donc, bien sûr, ces points-là ne sont pas tous vrais pour chacune des marques territoriales qu'on a analysées, bien sûr. L'autre point qu'on nous a soulevé, c'est que l'utilisation de la marque territoriale se heurte aussi aux formes de promotion telles que Produits du Québec, Panier bleu, Aliments du Québec, etc. Et ça explique peut-être le comportement des gens qui nous disent ben, qu'est-ce que ça va me donner d'avoir une marque territoriale? Aliments du Québec qui fonctionne, et on l'a vu avec Bernard, si je me souviens bien, 80 ou près de 80 des consommateurs reconnaissent Aliments du Québec et ça les rassure. Donc, c'est une problématique. Au niveau de l'évolution de la performance de la marque territoriale, ce qu'on s'est fait dire, en fin de compte, c'est qu'on a peu de mécanismes qui sont mis en place pour évaluer la performance. On se demande comment le faire. Est-ce que ce qu'on utilise, c'est bon? Est-ce que c'est vraiment une évaluation de la performance? On n'était pas certain. Ce qu'on a remarqué, par contre, c'est que les marques les plus établies et soutenues par un grand nombre d'acteurs ont des évaluations qui sont plus structurées. Donc, d'où l'importance de l'implication et de la cohérence et de la vision partagée dans une marque territoriale. Donc, bien sûr, tous ces éléments-là peuvent être interreliés, bien sûr, et en particulier celui-là, lorsque la marque territoriale fonctionne bien et qu'on a une bonne unité d'évaluation, c'est qu'en amont, en fin de compte, les gens se sont concertés, ont développé des outils. Donc, l'ensemble de la chaîne, en fin de compte, a la même vision et on vise les mêmes objectifs. Donc, ces outils-là sont peut-être plus faciles à mettre en place. Donc, ensuite, le manque de rétroaction de la part de certains producteurs, des producteurs, la faible participation des grandes entreprises. Les grandes entreprises, ce qu'on nous a dit, sont moins enclins à utiliser la marque territoriale. Possiblement parce que, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on est nord-américain, on est habitué beaucoup avec la marque de commerce. Si je suis une grande entreprise, j'ai ma marque de commerce, je dépense déjà de la promotion pour ma marque de commerce. Donc, ça peut expliquer ce manque de participation-là des grandes entreprises. Le manque de leader, ça, c'est primordial. Quand je travaille sur un projet de marque de certification ou d'appellation, la première réunion que j'ai avec les producteurs et les productrices ou les transformateurs, c'est de regarder où est le leader dans la salle.
Donc, et d'établir un contact avec cette ou ces personnes-là. Parce que lui, finalement, si c'est un leader, les gens qui l'entourent, ses collègues, en fin de compte, producteurs ou productrices, vont être plus enclins à l'écouter et finalement être un bon point pour moi, finalement, pour discuter avec l'ensemble de la population. Euh, le manque de constance en ressources humaines et financières, ça, c'était généralisé. Pourquoi? Parce que finalement, bon, j'anticipe un peu de ce que je vais dire tout à l'heure, mais peu importe. Souvent, on développe ces projets-là, finalement, c'est le marque territoriale. Là, finalement, c'est souvent développé dans le cadre d'un projet. Donc, on a une enveloppe budgétaire qui nous est allouée. Après qu'on ait déposé un projet. Et une fois que l'enveloppe budgétaire est épuisée, bon, ben, le travail a été fait, mais bon, ça pose un problème pour la suite. Comment on va financer finalement les ressources humaines qu'on aurait besoin pour justement promouvoir cette marque territoriale-là et aussi de la maintenir, donc de faire la promotion en tant que telle. Donc, quand on parle de ressources humaines et financières, c'est à quoi on réfère. Le manque de cohésion territoriale. Je vous parlais tout à l'heure des grandes régions où on avait 2 ou 3 marques territoriales à l'intérieur de la même région, donc ça vient un peu brouiller les cartes pour le consommateur. La confusion avec d'autres initiatives. On parle entre autres avec Aliments Québec. Et là, aujourd'hui, on a Produits Québec, même si les aliments ne sont pas compris dans la liste des aliments qui peuvent adhérer à Produits du Québec. C'est une marque de certification, Produits du Québec. Là, les aliments ne sont pas inclus dans cette marque territoriale-là, probablement parce qu'on a Aliments du Québec qui fonctionne bien. La complexité de gérer la diversité sur le territoire, je l'ai mentionné tout à l'heure, le faible sentiment d'appartenance et la valeur marchande. Donc, le faible sentiment d'appartenance, ça passe aussi par le citoyen, par la population. Donc, encore une fois, ce qu'on avait mentionné tout à l'heure, l'importance d'impliquer la population de façon générale dans le développement de la marque territoriale. Euh, dans les principales, est-ce que c'est à ton tour, Bernard? Je fais celle-là aussi. Je ne me souviens pas si on s'est entendu. Oui, oui, vas-y. D'accord. En fait, cette diapo-là, je peux la passer parce que j'ai anticipé un peu, comme je te disais tout à l'heure, j'ai anticipé un peu ces thèmes-là, donc je vais y passer. Ce qu'on voulait, c'est du support technique pour, par exemple, pour l'utilisation du numérique, la tâche commerciale, la gestion de la distribution, l'intégration, puis bien sûr, comment on peut cogner aux portes des distributeurs, des réseaux de distribution traditionnels, des soutiens stratégiques au niveau de l'évaluation de la performance de la marque, comment, en fin de compte, la gouvernance de la marque, comment on peut mettre en place justement la gestion de la marque, puis comment on peut impliquer tout le monde. Donc, ça touche un peu ça. Comment on peut responsabiliser les organismes. Donc, tous ces points-là, en fin de compte, ont été des mentions de la part des gens qu'on a interviewés qui nous disaient, nous, on aurait besoin d'aide dans ces points-là. Encore une fois, tout est dans notre rapport, Bernard et à moi. Bien sûr, vous allez pouvoir y référer. Donc, je laisse la place à Bernard pour la conclusion. Mais donc, en conclusion, hein, je vais pas être long. C'est vraiment, en fait, ces différents axes-là qu'on a eu à discuter. C'est sûr qu'il y a des implications par rapport, en fait, à nos résultats. Donc, on les a développés beaucoup plus dans notre rapport, mais on vous laissera le soin aussi. À partir des questions, justement, on pourra aussi discuter de ces éléments-là. Voilà. Merci beaucoup.